nous, on ne s'est pas aperçu de ce climat de guerre civile. Et quels sont... alors, moi, je me rappelle que je lui avais dit, vous devez me donner des questions précises. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement Gbagbo? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous sommes dans la position encore de négocier pour demander. Il n'avait pas répondu. Il avait dit, non, je ne suis pas satisfait parce que les ambassadeurs ici, donc l'Union européenne, ne sont pas attentifs à la situation. Ils n'ont pas le courage de voir le problème qui vont venir. Alors j'ai réuni les autres ambassadeurs. J'ai dit, quelle est la signification de cette rencontre? Alors, comme je t'ai dit, je crois, la dernière fois, je suis un peu sicilien sur certaines questions. Alors, je me demande toujours quel est le message exact. Parce que, comme disent les Siciliens, il y a toujours, quand on parle, plusieurs interprétations données aux paroles. Quel était le message? C'était un avis. On voulait nous mettre au courant que quelque chose de grave allait se passer d'un moment à l'autre. Nous avons simplement dit, nous devons intensifier les contacts avec l'opposition, donc l'RDR et Ouattara particulièrement, plus important encore que lancer des grandes propositions comme celle de Gbagbo pour le gouvernement d'unité nationale qu'il avait lancé en même temps. Je ne sais pas. Il y avait peut-être certainement, du point de vue de Ouattara, personnellement, un mécontentement. Parce que lui qui avait été le Premier ministre du pays avec Houphouët, il n'avait pas accepté son élimination du jeu politique, qui n'était pas une décision prise par Gbagbo, attention. Ça, c'était une décision qui était prise par Bédié. En plus, Ouattara, le RDR, avait voté la Constitution qui automatiquement l'excluait. Mais bien sûr. Donc, lui croyait d'avoir subi un tort, oui. Il avait, comme beaucoup de personnes, légitimement l'ambition d'être lui le président. Il avait même l'envergure, les capacités. Mais peut-être il n'avait pas la patience. Il faut avoir la patience d'attendre. C'était tous un malentendu qui s'est joué en 2-3 mois. Et autour de ces malentendus, il y a eu un désastre gigantesque. Mais la France y est malheureusement pour beaucoup. Et surtout cette idée que le colonialisme n'était pas fini. Le pays n'était pas indépendant, n'avait pas le droit de choisir son avenir. Mais il devait passer par l'approbation française. Et quand les choses ont pris la tournure du coup d'État de septembre, le BIMA n'a pas réagi. Il y avait un accord entre la France et la Côte d'Ivoire que le BIMA était là pour défendre quoi? Les institutions. Quelles institutions? Les institutions qui sont en place. Il n'y a pas d'autres institutions possibles. Mais le BIMA qui était prêt. Le commandant du BIMA m'a dit, on était prêt. Quand on a entendu tirer, on a dit, bon, demain, on s'en occupe. Et il m'a dit, en 2 jours, on aurait réglé l'affaire. Mais l'ordre n'est pas venu. Et Vignal, qui appuyait Gbagbo, 1 an, 2 ans plus tard, change complètement d'avis. Il devient un adversaire tellement violent contre Gbagbo que Gbagbo doit demander qu'il soit renvoyé
Et de Villepin, ministre des Affaires étrangères, le met dans son avion et le prend à Paris pour terminer l'affaire. Pourquoi Vignal change sa position? Nous n'avons jamais compris. Nous, qu'on était ses collègues, on se voyait tous les jours. Et on ne comprenait pas. Qu'est-ce que disaient les autres ambassadeurs? Comment est-ce que, dernière question, comment est-ce qu'ils interprétaient les rebelles? Au fond, on voyait que quand c'est sorti à Kléber, Soro, il était quand même dans le RDR, dans les élections de 2000, pour les législatives, les municipales. Donc pourquoi on n'a pas fait le lien que ces rebelles étaient du côté de Ouattara? Et qu'est-ce que disaient les autres ambassadeurs? Pourquoi on parlait de crise ivoiro-ivoirien et pas d'un coup d'État? Bon, écoutez, évidemment, la position française était claire à tout le monde que la position française était fondamentale. Et nous, on était des ambassadeurs européens. Donc la France était partie de nous. Moi, on m'a demandé d'aller à Bruxelles pour parler à une rencontre au Coreper sur cette situation. Et moi, je ne suis pas, je n'ai pas caché ce qui était mon évaluation. J'étais jusqu'en décembre le président en exercice de l'Union, donc j'ai dit il faut que rapidement l'Union européenne revoie sa position. Parce que, Nicoletta, tu vois, les ambassadeurs, tout de suite après le coup d'État, se sont réunis et ont préparé un document qui a été transmis à Bruxelles et qui a été repris par Bruxelles et qui condamnait le coup d'État. Donc il y a une condamnation ferme de l'Union européenne. Parce qu'on venait d'une période avec un gouvernement militaire, on avait sanctionné ce gouvernement militaire, on avait approuvé le passage à un gouvernement démocratique ou civil, on l'avait suivi dans toutes ses évolutions pendant les premiers temps, et on voit d'un coup tout ça être remis en cause par un coup militaire. Alors on l'a condamné. Mais ce document, quelques semaines plus tard, a été oublié, finito. Alors quand je suis allé à Bruxelles, j'ai dit attention, la politique européenne en Afrique ne peut pas être changeante au fil des intérêts. Quels intérêts? Quels intérêts? Les seuls intérêts qui doivent nous guider sont les intérêts de l'Afrique. Si nous voulons construire cette amitié, consolider une amitié différente de l'amitié coloniale qui n'était pas une amitié. Mais si on voulait, on devait regarder aux intérêts de l'Afrique, pas aux intérêts des petites affaires, parce que quels intérêts avait la France contre Gbagbo? Disons franchement, petites affaires. Ce n'était pas de grands intérêts. C'était la tradition des services secrets français. Permettez-moi de dire, maintenant que je suis vieux, et je peux me permettre de dire les choses comme je les pense, c'était des mauvais conseils que le président Chirac et que le gouvernement français recevaient. Des services habitués à considérer Gbagbo un homme de la gauche, une gauche dangereuse pour l'Occident. Fait des choses ridicules. Gbagbo de gauche, oui, un progressiste, on dirait aujourd'hui. Et un progressiste, et encore. Un progressiste qui était prêt à faire toutes les négociations qu'il a fait avec les grands capitalistes français. Alors, quelles étaient vraiment les difficultés? Difficultés qui ont mis la France sur un mauvais chemin alors et qui, encore aujourd'hui,
freine notre amitié avec l'Afrique. Et aujourd'hui que l'Afrique se libère. Et se libère, Nicoletta, grâce à une chose, grâce à un mouvement démographique. C'est ça le facteur qui vraiment change tout le cadre de la situation africaine. 300 millions, aujourd'hui 1 milliard 200 millions et dans 40 ans, 2 milliards 500 000 habitants en Afrique, signifie la jeunesse. La jeunesse ne connaît pas le colonialisme. La jeunesse ne connaît pas la France. Non. On se libère parce qu'on a repris conscience de son identité. Celle que nous, le colonialisme, avait niée. Vous n'avez pas d'identité. Même l'Église catholique disait, vous n'avez pas d'âme. Les Noirs n'ont pas d'âme. Donc on pouvait les vendre. On était arrivé à ce point-là pour justifier une période vraiment noire de l'histoire de l'Europe. Mais aujourd'hui, nous devons faire très attention. Parce que pendant que nous ne nous réveillons pas